Alors bonjour à tous, j'enchaîne en présentant notre étude à propos de l'évaluation des attitudes des neurologues face au traitement de fond de la sclérose en plaques. Alors comme on le sait tous, la CEP est une affection fréquente en population jeune. De ce fait, les patients CEP sont souvent diagnostiqués tôt et vivent avec la maladie pendant plusieurs décennies. Ils auront de ce fait besoin de plus d'un traitement pour limiter la progression du handicap. Alors pour retenir un chiffre, le nombre médian d'années vécues avec la CEP est de 40 ans. Donc, le choix du traitement de fond de la CEP constitue un défi thérapeutique complexe qui nécessite un équilibre entre efficacité thérapeutique, profil de tolérance et caractéristiques du patient. Malgré qu'il existe des recommandations internationales, la pratique clinique présente en fait des variations significatives, ce qui reflète l'hétérogénéité des approches thérapeutiques face à cette pathologie chronique. L'objectif de notre étude est d'explorer et d'évaluer les attitudes thérapeutiques des neurologues face à des scénarios cliniques de CEP. Donc, nous avons mené une étude transversale visant des praticiens marocains qu'on a interrogés à l'aide d'un questionnaire contenant 5 cas cliniques. Les questions portaient principalement sur le choix thérapeutique et le rythme de surveillance. Alors, pourquoi nous avons choisi cette méthodologie? Parce que cette méthodologie de cas vignette analyse les pratiques cliniques en conditions réelles et est ainsi utilisée pour mieux comprendre les stratégies thérapeutiques sur le long terme. Contrairement aux simples analyses de prescription, cette approche capture la complexité des décisions médicales en intégrant un contexte clinique, des contraintes individuelles et ainsi que les préférences du patient. Donc, ce qui est des résultats, on a eu 100 participants qui ont répondu avec une nette prédominance des tranches d'âge jeunes entre 20 et 40 ans. Les participants sont répartis selon leur statut. Il y a eu 52% qui étaient des résidents, 24% de neurologues exerçant en secteur libéral, 18% en secteur public et 6% étant des professeurs universitaires. Concernant l'expérience en neurologie, il y avait 66% de répondeurs qui avaient une expérience de moins de 5 ans et 18% entre 6 et 10 ans. Donc, passons au vif du sujet. Le premier cas clinique est celui d'un jeune homme de 28 ans. C'est un consultant international qui a comme couverture la CNOPS. Il souhaite le moins de contraintes et le moins de visites à l'hôpital. Il a présenté 2 poussées à 1 an d'intervalle, dont la dernière était une poussée médulaire assez sévère. Alors, à l'IRM, il avait une charge lésionnelle importante, des lésions sous-tentorielles, médulaires, des prises de contraste, avec un statut JC positif à 3,20. Donc, tous les participants ont opté pour ce patient pour un traitement de haute efficacité. 68% ont choisi les anti-CD20, 24% ont préféré une thérapie de reconstitution immunitaire. Donc, le deuxième cas clinique était celui d'une femme âgée de 22 ans, mariée, désireuse des enfants dans l'année. Elle a la sénescence, elle a présenté 2 poussées espacées de 4 ans. Elle a une charge lésionnelle quand même minime et des BOC positifs. Donc, dans ce cas, 70% des neurologues participants ont préféré une thérapie de plateforme, tandis que 18% ont opté pour le natalizumab. Alors, pour le troisième cas clinique, nous avons proposé le cas d'un RIS chez une patiente qui est quand même âgée, elle a 57 ans, elle a des lésions de CEP à l'IRM avec 3 topographies et avec des BOC positifs. Alors, dans ce cas, 54% des participants se sont abstenus de traiter et 18% ont choisi l'interféron bêta, tandis que 8% ont opté pour une thérapie de reconstitution immunitaire. Le quatrième cas est une CPP chez un jeune de 41 ans qui a un EDSS élevé à 7,0 mais avec une activité radiologique. Alors, l'anti-CD20 dans ce cas a été indiqué par 96% des neurologues participants, tandis que 3% ont préféré quand même l'abstention thérapeutique. En dernier, nous avons étudié l'attitude des neurologues face à une patiente de 56 ans qui est suivie pour une CPP sous rituximab depuis 12 ans. Elle présente une stabilité clinique et radiologique depuis 6 ans. Dans ce cas, 63% ont décidé d'espacer les perfusions, 18% ont plutôt réduit la dose. Il y a d'autres participants qui ont préféré un espacement des perfusions guidé par un monitorage des populations lymphocytaires. Cependant, 12% quand même ont maintenu le traitement à la même dose et au même rythme. Donc, passons à la discussion. Comme on le sait tous, à travers l'histoire, les DMT ont énormément évolué. Il existe de nos jours une panoplie de traitements. Donc, nos résultats montrent une diversité d'attitudes justement pour le choix et la gestion des traitements de fond dans la sclérose en plaques. Cette variabilité reflète la coexistence de plusieurs approches thérapeutiques influencées à la fois par l'expérience clinique, le contexte d'exercice et surtout les ressources disponibles. Donc, 2 stratégies principales s'individualisent. Il y a soit l'escalade thérapeutique, soit l'initiation précoce de DMT de haute efficacité. Et ces dernières stratégies se divisent en fait 2 options, soit une immunosuppression continue, soit une thérapie de reconstitution immunitaire.
Alors, il existe en fait une grande hétérogénéité qui persiste dans les attitudes thérapeutiques des neurologues. Les différences concernent essentiellement le moment d'initiation du traitement, le choix entre une stratégie d'escalade ou d'induction et la gestion du suivi. Cette variabilité reflète les différences d'accès au DMT, d'abord, l'expérience clinique et la perception du risque. Donc, les recommandations récentes de la Polish Neurological Society en 2024 encouragent l'utilisation précoce des DMT de haute efficacité chez les patients à haut risque. Cette orientation vise à limiter la progression du handicap et à mieux contrôler l'activité inflammatoire. Les neurologues semblent de plus en plus favorables à cette approche dans les formes actives de CEP, ce qui rejoint les réponses de nos participants. Alors, l'initiation précoce, justement, offre de meilleurs résultats, notamment avec de meilleurs taux de patients libres de poussée et de progression, ce qui est bien illustré par les résultats de cette cohorte qui inclut des registres danois et suédois. Donc, par rapport aux patients âgés, des enquêtes récentes montrent un changement de perception concernant l'usage des DMT chez les patients âgés, qui ont été longtemps considérés comme moins prioritaires. Alors, une proportion croissante de neurologues soutient désormais la poursuite ou l'initiation du traitement après 55-60 ans, et ce, bien sûr, selon le profil clinique. Alors, dans cette même question, je cite l'essai Discoms qui a été publié dans le Lancet Neurology en 2022. Alors, pour cette étude, les investigateurs ont conclu qu'ils n'étaient pas en mesure d'affirmer la non-infériorité de la stratégie d'arrêt par rapport à la poursuite du traitement chez les patients de plus de 55 ans qui présentent une stabilité clinique et radiologique. Alors, ils soulignent toutefois que l'interruption de DMT chez des patients stables peut constituer une option raisonnable, mais qu'elle pourrait être associée à une légère augmentation du risque d'activité IRM nouvelle. Alors, quant à la gestion de la CEP progressive, elle constitue un réel défi thérapeutique. Les méta-analyses récentes confirment que les bénéfices des DMT dans ces formes restent modestes. De ce fait, les neurologues doivent souvent ajuster leur approche entre efficacité potentielle, tolérance et coût. Alors, la surveillance des patients traités est également hétérogène, en particulier quant à la fréquence des bilans biologiques et de l'imagerie. Et en plus, la gestion des effets indésirables aussi, tels que l'hypogammaglobulinémie sous anti-CD20, reste un enjeu pratique qui nécessite une formation continue et des recommandations adaptées à notre contexte. Donc, nos résultats soulignent également l'influence d'autres facteurs qui sont non médicaux, notamment le coût du traitement, la disponibilité des médicaments, les attentes des patients. Donc, enfin, il apparaît nécessaire de développer des recommandations nationales contextualisées, s'appuyant sur les lignes directrices internationales récentes, afin d'uniformiser les pratiques et d'améliorer l'accès équitable aux traitements innovants. Cette harmonisation contribuerait à réduire les disparités observées et à renforcer la prise en charge personnalisée de la CEP au niveau national. Alors, pour conclure, le choix du traitement de fond pour les patients CEP doit rester un choix personnalisé qui dépend de plusieurs paramètres, dont essentiellement d'abord l'expérience du neurologue, les recommandations internationales, et d'autre part, le patient en lui-même, le profil du patient, ses préférences, les volontés de s'engager et d'adhérer, les volontés de grossesse, et d'autre part aussi le traitement en lui-même avec son profil de sécurité et les objectifs thérapeutiques. Et je vous remercie.